Donc bonsoir. Je vais pas refaire le speech. Ça a été fait. Je passe direct au truc. Hop, partage. Ah, Mathieu, en plus, j'aimerais bien qu'on parle après aussi de l'analyse on-chain. Ce que tu as vu, c'est intéressant. Et j'ai vu aussi un peu la même chose. De quoi? C'est par rapport à l'analyse on-chain. On verra après. Ouais, je sais pas si je vais rester jusqu'au bout, mais Non, mais cool, cool. Non, mais ouais, tranquille. Parce que je regarde aussi, et comme tu me l'as dit en SMS, ah oui, oui, oui. je jette un coup d'œil. J'ai pas encore le temps de regarder ta vidéo que tu m'as envoyée là. Tu l'as partagée à tout le monde. J'ai pas regardé encore par rapport à Ethereum. Mais ouais, non, mais c'est intéressant parce que c'est ce que je regarde le plus, moi aussi, l'on-chain. Ça fait un moment que je n'avais pas regardé. Du coup, Mathieu m'a remis ça dans la tête. Et c'est vrai que moi aussi, je vois des choses. Et pour moi, c'est plutôt rassurant. Après, voilà, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que l'analyse on-chain, c'est pas, il n'y a rien de prédictif. C'est un truc qui te dit au moment T ce qui est en train de se passer. Donc, si demain ça s'écroule, ça s'écroule. Non, j'ai pas de Et son. il te dira que ça s'écroule. Ah ouais? Bordel. Nous, on t'entend par contre. Attends. Déjà, j'ai coupé les micros. T'as du son maintenant? Votre partage d'écran est en pause. Alors, attendez 2 secondes, les gars. Hop, désolé. Tac. Voilà, normalement, ça c'est bon. Ok. Bon, je coupe les micros. Tac, c'est bon. Donc, ouais, petit guide. Alors, ouais, guide de sécurisation des cryptos et de la DeFi. Donc, l'univers des crypto-monnaies et de la finance décentralisée, DeFi offre d'énormes opportunités, mais aussi des risques majeurs. Une négligence en matière de sécurité peut entraîner la perte totale de vos fonds à cause de hacks, erreurs humaines, vol, vol et fraude. Donc, ce guide complet couvre toutes les mesures de sécurité essentielles, détaillant chaque niveau de protection, de la base aux pratiques avancées, pour garantir une protection optimale de vos actifs numériques. Donc, la sécurité basique, une protection contre le piratage, donc les mots de passe solides, votre première ligne de défense. Donc, utilisez un gestionnaire de mots de passe sécurisé comme un password, Bitwarden, comme OnePassword, Bitwarden, KeePass, XC. Tout ça, c'est des gestionnaires de mots de passe. Ne jamais réutiliser le même mot de passe sur plusieurs plateformes. Créer un mot de passe complexe, donc minimum 16 caractères, majuscules, chiffres, caractères spéciaux, etc. Et donc, évite absolument de stocker vos mots de passe dans un fichier texte ou une note sur votre téléphone. La chose importante. L'authentification à 2 facteurs de FA. Donc, je vous dis, vous, les plus initiés, les plus formés, vous connaissez tout ça. Donc, toujours activer le 2FA sur les exchanges et wallets. Privilégiez Google Authenticator, SubiKey ou OTI. Évitez les SMS vulnérables au SIM swapping. C'est du phishing par SMS. Sauvegarder le QR code ou la clé de configuration de FA sur un support papier sécurisé. Donc, erreur à éviter, ne pas, l'erreur, c'est ne pas sauvegarder sa clé de récupération de AFA. Donc, une perte d'accès en cas de vol ou perte de téléphone. Donc, ça, il faut vraiment la sauvegarder. Après, si jamais vous avez un souci avec ça, sur les exchanges, ça peut prendre du temps, mais tous vos fonds, alors vous pouvez réinitialiser votre 2AFA, ils vont vous demander comment dire, des validations supplémentaires. Par contre, tous vos fonds, c'est là où c'est important, tous vos fonds, ils vont être gelés pendant 24 sur les exchanges 48 heures. Ça peut durer plus longtemps. Et justement, le temps qu'ils vérifient bien que ce soit vous, etc. Donc sûrement, vous allez devoir refaire un KYC avec des garanties supplémentaires. C'est pour ça que c'est important de le faire. Si jamais ça se passe à un moment où vous avez besoin d'accéder à vos fonds sur un exchange, vous voulez vendre, vous êtes sur un top, peu importe, vous voulez vendre, vous n'avez pas ce truc-là, c'est compliqué. Et je vous dis, c'est 24 suivant les exchanges, 48 heures de blocage de fonds. Vous n'allez pas pouvoir accéder à vos fonds, quoi qu'il arrive. Donc évitez le phishing et les liens frauduleux. Vérifiez toujours l'URL des exchanges avant de vous connecter. Exemple Binance.com et non Binance avec un A, avec un accent .com. Ils font des copies. Il y a des copies de sites. Il faut faire gaffe. C'est pour ça qu'en général, si vous n'êtes pas certain, vous passez même s'il faut, vous repassez par Twitter et vous recherchez le bon et vous vérifiez l'URL. Faites gaffe quand vous googlisez. Si vous faites Google, vous pouvez tomber sur des mauvais liens, sur des mauvais sites. Faites attention. Donc, ne jamais cliquer sur les liens suspects envoyés par email, Discord ou Telegram, classique. Vérifier un smart contract avant d'interagir avec lui via Etherscan, BSScan, Polygon Scan, en gros tous les scans de blockchain. Installer une extension anti-phishing crypto comme Phishfort ou MetaMask Phishing Detector, ou comme ça a déjà été partagé, Scam Sniffer, ou l'autre, mince, je l'oublie, celui-là, Pocket Universe. Parce que il vérifie les transactions, mais aussi les sites frauduleux. Donc, une erreur fatale, ne jamais partager sa clé privée ou sa site phrase, même avec un support technique. En plus, j'ai un,
j'ai un autre jeu à vous faire partager, c'est excellent. Il y a Ledger qui m'appelle. Je suis resté 15 minutes avec elle jusqu'à temps que je lui dise, bon, t'as du temps à perdre. Et après, ça raccroche. Bref, mais ce que je m'amusais, je connaissais le truc classique. Mais je vous le ferai écouter en, en compressé, c'est juste marrant. Bref, bon, sécurité intermédiaire, protection contre le vol, stockage sur wallet non custodial, hors exchange, donc cold wallet ou hot wallet. Les exchanges centralisés sont pratiques mais extrêmement risqués. Risque de faillite, exemple FTX en 2022, hack massif sur MTGOX, Bitmart et KuCoin. Donc, je n'ai pas vérifié, ça m'a mis l'exemple quand j'ai cherché tous les hacks massifs qu'il y a eu sur les exchanges, ça m'a sorti KuCoin. Je voulais noter pour vous dire, regardez, même KuCoin, etc., des plateformes qu'on utilise assez souvent. Donc, tout peut arriver. Par contre, je n'ai pas été vérifié. Blocage des fonds par régulation. Tout ça, c'est possible. Utilisez un wallet non custodial pour garder le contrôle total de vos cryptos. Rabi Wallet, optimisé pour la DeFi, meilleure alternative à MetaMask. MetaMask, Ethereum et EVM compatibles. Trust Wallet, Exodus, multi-blockchain. Gardez toujours votre site phrase sur un support sécurisé, papier ou métal, jamais en ligne. Hardware Wallet ou Cold Wallet, portefeuille physique, sécurité maximale, meilleur modèle recommandé, Ledger Nano X, Bluetooth, compact sécurisé, Trésor Model T, open source écran tactile, Cold Guard, spécialisé Bitcoin, Airgapped, Tangem, carte physique NFC, pas besoin de site phrase, ultra mobile et résistante. Achetez toujours vos wallets directement chez le fabricant pour éviter les modèles compromis. Commandez pas sur Amazon, et même sur Amazon, il faut que ce soit vraiment le fabricant, et ça se vérifie aussi. Donc ils le font. Vous pouvez acheter un Ledger ou un Tangem sur Amazon, parfois pour les temps d'envoi, etc. Mais c'est la boutique du fabricant. Il faut vraiment s'assurer de ça. Sécurité avancée, protection contre la perte et la confiscation. Donc le stockage Shamir Secret Sharing. Je vous ferai un détail là-dessus. Parce que ça, en réalité, c'est du multisig. Donc divisez la seed phrase en plusieurs fragments et les stocker séparément. Donc exemple, trois fragments détenus par des proches, deux suffisent pour restaurer l'accès. J'y reviens après pour ça. Euh, Planification de succession et transmission sécurisée. C'est vrai que c'est pas joli ça, mais c'est la vérité. Solution pour transmettre ses accès. Il faut y penser, c'est important. Si jamais demain il vous arrive quelque chose, il faut que votre famille ou vos enfants, etc., ou quelqu'un, un proche, puisse accéder à vos portefeuilles. Sinon, c'est perdu, définitivement perdu. Donc votre travail partira avec vous. Donc c'est pas terrible. Il faut vraiment y penser. Tout peut se passer. Donc demain, il m'arrive un truc, je vous assure que je ne l'ai même pas fait, et que demain, heureusement, que mon fiston, il est formé, il connaît, il sait faire. Voilà, sinon, madame, compliqué, pas pour le moment. Bon, donc, il y a des choses à faire. Donc, solution pour transmettre ces accès, Casa, Covenant, Unchained, Capital, Inheritance, Save, Haven, Entity, bon bref, c'est des organismes, permettent de programmer une transmission ultra sécurisée des cryptos. Stockage bancaire et notaire numérique. Donc, déposer une copie chiffrée de votre site phrase chez un notaire ou dans un coffre-fort bancaire. Donc, pourquoi prévoir un plan de succession? Assurer l'accès aux actifs pour vos proches en cas de décès. Éviter la perte totale de vos fonds si personne ne connaît l'existence de vos wallets. Donc, c'est pour ça qu'on pense au notaire, parce que si jamais ils ne le savent même pas, que vous possédez ça, dans une certaine transmission quelque part, le notaire va dire, voilà, il y avait ça, etc., etc. Donc, bref, soit vous tenez informer votre famille, vous les formez, soit vous trouvez des solutions en ligne, etc., avec des compagnies comme on vient de voir, soit c'est le coffre bancaire, c'est pareil. Mais tout ça, logiquement, le coffre bancaire, même le notaire est censé le savoir, entre guillemets, pour la transmission, pardon. Assurance crypto, une protection contre les pertes. Donc même avec les meilleures pratiques de sécurité, il existe toujours un risque de perte lié aux hacks, aux erreurs humaines ou aux défaillances des plateformes. C'est là que les assurances crypto peuvent intervenir. Donc les types d'assurances disponibles. Assurance contre les hacks et les failles de smart contracts. Donc Nexus Mutual assure les utilisateurs de DeFi contre les bugs de smart contracts. InSerace propose une couverture pour diverses plateformes DeFi. Assurance pour les wallets et les exchanges. CoinCover protège contre le vol et la perte d'accès aux wallets. Assurance contre la faillite des exchanges. BitGo et Fireblock assurent les fonds des clients institutionnels en cas de piratage ou de faillite. Donc tout ça, ça a des exemples. Je vous parle surtout de solutions possibles et à envisager. Donc effectivement, payer une assurance crypto avant d'avoir des gros montants à protéger, c'est pas forcément utile. Vaut mieux essayer de se prémunir soi-même, etc., et faire les choses correctement. Mais voilà, je mets quand même en avance, en évidence ces solutions-là. Et je pense qu'à un certain moment, à un certain montant, c'est peut-être pas si bête. Après, chacun là-dessus fait comme il veut. S'il se passe rien, c'est toujours le principe des assurances. Si vous arrive à rien, vous allez payer une assurance pour pas grand-chose. C'est pareil qu'avec la voiture.
Donc, comment souscrire une assurance crypto? Donc, vérifiez que votre plateforme DeFi ou votre exchange est éligible pour une couverture, c'est important. Sélectionnez le montant assuré et la durée du contrat, classique. Payez la prime d'assurance en crypto ou fiat, classique. En cas de problème, faites une réclamation, recevez un remboursement selon les conditions du contrat. Donc, tout ça, c'est des choses, ça fonctionne comme les assurances classiques. Et voilà, il y a forcément, comment dire, des conditions. Donc, tout ça, il faut faire attention. Quel exchange, quel wallet est protégé, qu'est-ce qu'ils prennent en évidence. Ledger le fait. Éviter les erreurs courantes, les erreurs fatales à éviter absolument. Donc, ne jamais stocker la seed phrase sur un appareil connecté à Internet. Ne pas tester la récupération de sa seed phrase avant de supprimer un wallet. Se méfier des wallets en ligne non vérifiés, risque de scam. Utiliser les outils de sécurité adaptés. Donc, MetaMask, d'exemple, hein. MetaMask Phishing Detector évite les faux sites. VeraCrypt FileFault pour le chiffrement des données locales. YubiKey, authentification forte. Il y a aussi des choses, si vous voulez cacher votre site phrase, etc. Il y a aussi, vous pouvez créer des partitions, admettons sur un ordinateur, etc. Des partitions cachées sur votre ordinateur. Il y a des solutions pour ça. Il y a pas mal de petits trucs. Ça, je vous dis, les gars, si vous avez des questions ou des choses que je n'ai pas mises qui vous semblent pertinentes ou percutantes, n'hésitez pas à faire un retour. Conclusion, votre plan ultime de sécurité crypto, utilisez une protection complète, wallet sécurisé, sauvegarde physique et assurance crypto. Ne conservez jamais vos cryptos sur un exchange à long terme, adoptez un multisig et un plan de succession adapté, protégez-vous contre le phishing et les attaques numériques. Donc avec ces stratégies ultra sécurisées, vos cryptos sont hors de portée des hackers. Aidez, mince, il manque un mot. Il y a toujours un truc qui va pas. Bon, désolé. Donc voilà pour ça. Je continue après sur l'autre. C'est pas ça. Il est où? Ils sont là. Mais non, c'est pas bon. Voilà, c'est là. Ah, ça me dérange. Mettre ça ailleurs. Hop. Alors, donc, guide sécurité et bonne pratique DeFi en 2025. Cherché tout ce qu'il y avait, essayé de condenser les mises à jour et compagnie, mais il n'y en a pas tellement en réalité. Donc, bref, c'est juste un point 2025. Donc, sécurité renforcée DeFi en 2025. Donc, pourquoi la sécurité primordiale? On va abréger. Mesures clés de sécurité. Donc, utilisez des wallets sécurisés adaptés à la DeFi, voire section 2. Activez une authentification multifacteur avancé, MFA. Privilégiez les clés physiques comme YubiKey pour éviter des attaques par phishing. Éviter les SMS pour 2FA, risque de SIM swap attaque. Utilisez un VPN et se connecter uniquement à des réseaux privés. Ne jamais se connecter à des plateformes DeFi via un Wi-Fi public. Utilisez des VPN réputés comme Proton VPN, Multivad, NordVPN, etc. Segmenter ses portefeuilles selon leur usage. Donc un hot wallet MetaMask Rabi pour les transactions quotidiennes, le cold wallet, Ledger, Trezor, etc. pour le stockage à long terme. Vérifiez chaque transaction avant validation. Utilisez Rabi Preview, Thunderlight pour détecter des transactions risquées. Alors Rabi se présenterait vraiment, vous allez voir, je fais un point là-dessus après, vraiment comme l'un des meilleurs hot wallets pour plusieurs raisons. Moi, je ne l'utilise pas parce que je suis assez. Ça fait longtemps que j'utilise MetaMask, j'ai pas de problème et je manipule très très bien MetaMask et je me protège avec plusieurs wallets dans MetaMask. Mais en réalité, je pense que pour tout débutant, Rabi est le meilleur parce qu'il est paramétré pour justement éviter beaucoup de choses. Donc de base. Et je pense qu'il est beaucoup plus ergonomique pour des débutants. Donc si vous commencez sur la DeFi, vous n'avez pas de hot wallet, je pense que favoriser Rabi est pas bête. Donc voilà, regardez, mais MetaMask est devenu un peu plus, enfin, et moins ergonomique, tout simplement. Vu que Rabi est arrivé sur le marché, ça commence à. C'est juste moins connu. C'est juste moins connu et au final, apparemment, ça se passe vraiment bien. Ouais. Stocker ces sites phrases hors ligne de manière sécurisée. Donc, ne jamais stocker ces sites sur un cloud ou un fichier numérique. Privilégier un support en métal inoxydable gravé pour éviter la perte. Et révoquer régulièrement les autorisations inutilisées des smart contracts via Revoke Cache, par exemple. Mettre en place un système d'alerte en temps réel via Certic, Skynet, Forta Network, Immunify Alert. Donc, il y a plein de solutions, entre guillemets. Donc, comparatif des meilleurs wallets 2025. Je vais survoler ce truc-là parce que bon, voilà, mais au cas où, ça sera disponible. Donc, les wallets jouent un rôle central dans la gestion et la sécurité des actifs en DeFi. Voici un comparatif des meilleurs wallets en 2025. Vous allez voir que Rabi Wallet ressort assez souvent, entre guillemets. Donc, il le nomme numéro un. Donc, Rabi Wallet, pourquoi? Parce que, entre guillemets, l'UX optimisé, détection des transactions risquées, révocation automatique de contrats, prévisualisation, pardon, des transactions. Adoption encore limitée. Bon, c'est pas, on s'en fout de ça. Donc MetaMask compatible avec la majorité des dApps en mode Stills. UX plus complexe, pas d'alerte en cas de transaction risquée. MetaMask ne vous avertit pas.
Bon, après voilà, Trust Wallet, Phantom Wallet, avec toutes les blockchains qui sont demandées, les multi-chains, etc. C'est que des exemples. Vous verrez ça. Ouais, optimisation des frais. Utiliser les layers 2, Arbitrum, Optimism, etc. pour Ethereum, vérifier les frais en temps réel avant transaction sur les scans, donc Etherscan ou Gas Tracker. Regrouper plusieurs transactions en une seule pour minimiser les coûts. Je pense que plein sont passés par là, pardon. Je veux dire, faire une transaction de 50 dollars alors que tu as 50 dollars de frais, ça vaut pas le coup. Et si tu n'as pas le choix, il vaut mieux optimiser ce montant-là, bien réfléchir. Donc ça, c'est des choses à penser. Utiliser un bridge entre blockchain, donc tutoriel entre guillemets, c'est un petit tuto pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il y a beaucoup, là on a fait j'ai fait l'exemple sur de l'USDC, d'Ethereum à Binance Smart Chain. Jumper est un très bon outil. Jumper est réellement un très bon outil et en plus il fait des devis par rapport aux frais proposés. En général, le premier qui vous propose, c'est là où il y a le moins de frais. Vous pouvez aussi utiliser les swaps de votre Rabbi, MetaMask ou Trust Wallet, mais souvent c'est plus cher. Bref, donc ça, je vais pas faire le point sur le tuto. Transfert entre wallet et exchange, donc transférer les fonds d'un wallet vers un exchange. Pareil, petit tuto pour les débutants, ça vous verrez. Optimisation des frais en DeFi, stratégie pour réduire les frais. Utiliser un gas tracker, envoyer avant d'envoyer une transaction, pardon. Regrouper plusieurs transactions en une seule pour minimiser les frais. Privilégier les DEX agrégateurs OneInch, Paraswap, Matcha pour obtenir les meilleurs taux. Stacker certains jetons pour utiliser de réduction staker uni pour Uniswap. Éviter les swaps directs sur Ethereum Mainnet en passant par des layers 2. Vous voyez? Utiliser les bridges natifs pour éviter les frais excessifs lors de transferts interchain. Voilà pour ça. Donc je vous dis, c'est réellement destiné, ça ne doit pas vous passionner les plus expérimentés, mais voilà, destiné aux débutants. Donc maintenant le multisig, ça c'est très intéressant. Donc le multisig est un mécanisme avancé de sécurité de crypto-monnaie qui nécessite plusieurs signatures pour autoriser une transaction. Contrairement à un wallet standard où une seule clé privée suffit pour dépenser les fonds, un wallet multisig impose une règle de type X signature pour Y clé, ce qui rend les fonds beaucoup plus sécurisés. Donc, pourquoi utiliser un wallet multisig? Un wallet classique ne nécessite qu'une seule clé privée pour effectuer les transactions. Le problème, c'est que si cette clé est compromise ou perdue, les fonds sont en danger. Avec un wallet multisig, la clé privée n'est pas unique. Il faut un certain nombre de signatures parmi un groupe de clés pour valider une transaction. C'est une sécurité accrue. Un pirate doit compromettre plusieurs clés au lieu d'une seule. Protection contre la perte. Si une clé est perdue, il reste des alternatives pour signer. Gestion collective des fonds utile pour les entreprises, les familles et les DAO. Plan de succession permet de garantir l'accès aux héritiers sans tout leur donner directement. Comment fonctionne un wallet multisig? Un wallet multisig fonctionne selon un schéma de signature multiple. Par exemple, deux tiers, il y a trois clés privées disponibles, mais seulement deux signatures sont nécessaires pour valider une transaction. 3-5, il faut 3 signatures sur 5 pour approuver une transaction. 4-7, 4 clés sur 7 doivent signer avant qu'une transaction soit exécutée. Pourquoi ce système est puissant? Même si une clé privée est volée, les fonds ne sont pas en danger car le hacker n'a pas assez de signatures pour valider la transaction. Vous voyez, il y a un espèce de consensus, il faut que ce soit 3, 2 sur 3, 3 sur 5, 4 sur 7, etc. Ça peut se multiplier encore plus, mais bon, dans le moment, ça sert pas à grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Et ça, vous savez, c'est comme ça que certains influenceurs s'en sont sortis. Comment il s'appelle? Asher, c'est parce qu'il avait un multisig qu'ils n'ont pas pu. Les mecs étaient confrontés à ça, ils ont dit, mais attendez, tu as besoin de plusieurs signatures, ça ne marchera pas. Donc les mecs, ils perdent du temps, etc., ça retarde. Donc voilà, c'est ces solutions-là qui sécurisent. Eric Larchevêque et compagnie, ils utilisent du multisig. Et je pense qu'à partir du moment où on a des gros montants, ça peut être intéressant. Même avant, bien évidemment, mais ça peut être intéressant. Et c'est comme ça que les mecs se protègent. Donc il n'y a pas de système parfait parce pourra toujours être soumis à quelque chose, un moyen de pression, peu importe, je ne vais pas aller dans l'imaginaire, c'est possible. Par contre, ça prend beaucoup plus de temps. Essayer de contacter quelqu'un le soir en lui disant ouais, attends, bon, bah là, je me fais braquer, tu peux signer aussi. Bah, les gens ils vont commencer ils vont appeler la police, nanana, nanana, vous voyez, ça ne marchera pas. Donc, forcément, quelqu'un de malveillant, là, j'utilise cet exemple-là parce que c'est ce qu'on a entendu récemment. Forcément, ça va le décourager, ça va prendre plus de temps, ça sera très compliqué. Donc, si vous avez 3 clés à faire signer, c'est dur de dire à tout le monde, il faut que tu signes maintenant, il y a un problème. Compliqué. Donc bref, ça reste une super, super solution de sécurité. Et au-delà même de ce cas-là, c'est que vous perdez votre clé, il y a toujours une solution. Si 2 clés sont valides, ça fonctionne. Il y a 3 clés, une perdue, alors toujours deux. Bref.
Donc, exemple concret d'utilisation, le multisig est utilisé dans différents contextes, notamment pour éviter les hacks et les pertes accidentelles, sécuriser les fonds personnels. Tu peux configurer un multisig de 2, 3 avec 3 clés, avec ces 3 clés, une clé stockée sur un hardware wallet. Donc, une des clés peut être protégée par un cold wallet, une clé stockée dans un coffre-fort physique, une clé confiée à une personne de confiance, ami, avocat, etc. Même si ton ledger est volé ou perdu, tu peux toujours récupérer tes fonds avec les 2 autres clés. Donc ça, c'est intéressant parce que je peux le faire moi-même. C'est-à-dire que moi-même, je peux prendre un multisig. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Personne ne le sait que c'est moi qui détiens les 3 clés. Mais par contre, je protège le fait, je me protège contre la perte et je sécurise complètement mes fonds. Donc, regardez l'exemple, il est parfait. Un avocat, un notaire qui a la clé, un qui est dans le coffre-fort, à la banque, peu importe, et une que moi je détiens avec ma ledger. Celle-ci fonctionnera. Bref, même si ton ledger est volé ou perdu, bon, ça je l'ai déjà dit, pardon, sécuriser les fonds d'une entreprise ou d'une DAO, souvent les entreprises qui ont des fonds crypto utilisent le multisig. Une entreprise qui gère des fonds ou d'une organisation peut configurer un multisig 3-5. Une clé détenue par le PDG, une clé détenue par le directeur financier, une clé détenue par le responsable sécurité, une clé détenue par X, on s'en tape, un auditeur externe. Aucun employé seul ne peut voler l'argent de l'entreprise. Donc le PDG ne peut pas partir. Il ne peut pas partir avec. Il aura besoin de l'accès, l'accord ou l'accès des autres clés. Protection contre la censure et la confiscation. Protection contre un gouvernement hostile. Tu stockes 3 clés privées sur 3 continents différents, USA, Suisse, Singapour. Bon, ça, c'est costaud. Tant que 2 sur 3 sont accessibles, personne ne peut te bloquer l'accès à tes fonds. Même en cas de saisie d'un de tes comptes, tes fonds restent en sécurité ailleurs. C'était pour l'exemple un peu extrême. Donc, comment créer un wallet multisig? Il existe plusieurs outils et wallets pour créer un multisig selon la blockchain utilisée. Les exemples, Bitcoin. Pour Bitcoin, c'est Electrum. Wallet open source, ça c'est utilisé. Blue Wallet, option multisig sur mobile. Casa multisig. Et Casa, vous rappelez-vous, ils font les assurances. Idéal pour les particuliers cherchant de la sécurité. Ethereum et EVM, Gnosis, voilà, Gnosis Safe, meilleure solution pour Ethereum et les DAO. Donc Gnosis, Ledger est compatible Gnosis. Donc, Gnosis est compatible avec Ledger, par exemple. SafePy et Multisig, mobile et hardware wallet compatibles. Donc là, également, ça fonctionne. Autre blockchain, Solana, Solflare, Multisig, Polkadot, Parity, Multisig, Tezos, Kukai, Multisig. Avantages et inconvénients du multisig, donc empêche un hacker d'accéder au fonds avec une seule clé, protège contre la perte d'une clé, sécurise les portefeuilles d'entreprise et les DAO, idéal pour la succession crypto. Plus complexe à gérer qu'un wallet classique, risque de blocage si trop de clés sont perdues, certaines blockchains ne supportent pas le multisig efficacement, peut générer les frais plus élevés sur certaines blockchains. Donc à la base, le multisig il a été créé euh, en 2012 et ça a été amené à être comment dire, mis à jour ou être beaucoup plus performant. Et à la base, c'était autour de Bitcoin, forcément. 2012, Bitcoin. Et ensuite, ça s'est développé. Donc, c'est arrivé sur plusieurs blockchains et ça prend en charge plusieurs blockchains maintenant, suivant les wallets. Mais à la base, c'est réellement autour de Bitcoin et ça s'est amélioré avec le temps. Et c'est intéressant parce que vous voyez, même en cas de succession, etc., mon fils tient une clé, ma femme tient une clé, peu importe, ou quelqu'un d'autre, il y a de la sécurité. Donc, c'est, vous voyez, contre la perte, pour la transmission, contre le vol, etc. Il y a quand même beaucoup de... enfin, ça solutionne beaucoup de problèmes, beaucoup de problématiques envisageables. Question fréquente. Donc, que se passe-t-il si je perds une clé privée dans un multisig? Alors, si la règle est de 2 tiers, il reste 2 autres clés pour signer des transactions. Mais si la règle est de 2-2 et qu'une clé est perdue, les fonds deviennent inaccessibles. Donc, vous voyez, il faut quand même multiplier la génération de clés. 2 sur 2, ça ne marchera pas parce qu'en fait, on vous demande 2 clés pour accéder. Si c'est 2, 3, il y a 3 clés, tu auras toujours une clé de sauvegarde et 2 suffiront. Bon. Le multisig est-il compatible avec Ledger ou Trésor, par exemple? Oui, tu peux configurer un multisig sur Electrum ou Gnosis Safe en intégrant un Ledger ou un Trésor. Alors, j'ai vérifié, Tangem ne permet pas le multisig. Pour le moment. Pour le moment. Un multisig est-il anonyme? Les transactions multisig sont souvent plus visibles sur la blockchain car elles impliquent plusieurs signatures. Sur Bitcoin, elles peuvent être identifiables par les explorateurs de blocs. Classique. Donc vous n'êtes pas anonyme, vous êtes pseudonyme, quoi qu'il arrive. Est-ce que toutes les blockchains supportent le multisig? Non, certaines blockchains comme Ethereum gèrent le multisig à travers des smart contracts. Exemple, Gnosis Safe. Alors que Bitcoin le supporte nativement avec des scripts spécifiques. Bon. Verdict, est-ce que le multisig est fait pour toi? Si tu as peu de fonds, un hardware wallet, Ledger, Trésor est suffisant. Si tu veux protéger tes fonds importants, le multisig est une solution puissante. Si tu gères une entreprise, une DAO ou un portefeuille collectif, alors le multisig est obligatoire. Voilà pour ça.
Hop, dernier doc, et ça, je vais pas, on va pas en parler. Ça sera ça sera à disponibilité de tout le monde. C'est simplement une liste des hot wallets par principal blockchain et plateforme. Donc c'est juste un repère et c'est des exemples. Là, par exemple, Bitcoin, c'est pas complet, il en manque. C'est pas ceux que moi j'utilise sur Bitcoin, mais c'est les wallets historiques Bitcoin, etc. Donc tout ça par blockchain, grosso modo, les blockchains les plus utilisés, donc les différents wallets disponibles. On s'en fout, je ne vais pas en parler ce soir, c'est simplement un rappel et pour les débutants qui ont besoin de repères assez rapidement et facilement. Voilà, et là, enfin, en vrai, si on regarde bien, non, c'est pas là-dessus. Ouais, non, on s'en fout, c'est bon, c'est pas, je vais pas plus loin là-dessus. En tout cas, voilà, j'insiste sur le fait que, hop, Rabi Wallet pour les débutants, je vous le conseille. C'est ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qui sera le plus ergonomique pour vous et ce qui vous mettra le plus en sécurité. Vous aurez moins de problèmes qu'avec un MetaMask. On dit, j'utilise MetaMask, mais ça fait 4 ans que je suis sur MetaMask et je me suis fait défoncer sur MetaMask. J'ai perdu de la thune avec MetaMask parce que je fais n'importe quoi. Je n'étais pas bien protégé, je ne connaissais pas encore. Bon, c'est beaucoup plus austère MetaMask. Donc, je conseille pour ceux qui commencent, Hot Wallet, Rabi Wallet, beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus pratique, beaucoup plus sécure. Rabi Wallet est pré-paramétré pour vous protéger contre comment dire, les contrats malveillants, etc., etc. Donc voilà pour ça. Pas grand-chose de plus à ajouter par rapport à ça. C'était vraiment un petit truc que je devais faire, que je devais partager. Ouais, je regarde le chat là du coup. Alors avec nous dire évoquer régulièrement les autorisations dans les wallets aussi. Exactement. Tout le temps. Souvent, souvent, il faut le faire. Ça, j'ai déjà donné un exemple là-dessus. Un mec, enfin, une baleine avait, à travers un ancien contrat non révoqué qui était open, ils ont réussi à prendre ses thunes, enfin à vider son wallet, justement parce qu'il n'avait pas révoqué. Donc ça datait de 3 ans. Le mec, il avait ouvert un contrat sur ça a fait une backdoor. Ça faisait 3 ans. 3 ans plus tard, il se fait avoir par rapport à ça. Donc, vous voyez, ça peut aller loin. Salut Aline, tu pourrais nous mettre tes notes sur le Discord? Oui, oui, c'est exactement ça. Salut Aaron, c'est exactement ça, c'est prévu pour. Là, je voulais montrer en live, pardon, mais c'est prévu pour. C'est aussi pour vous donner un visuel. Et que si vous avez comment dire, des besoins spécifiques ou des choses que j'ai négligées, il ne faut pas hésiter à me le dire. Fantôme et multi-chain maintenant. Oui, exactement. Salut Vec, je pense que Pocket Universe a même une assurance. Ouais, Pocket Universe a une assurance, mais alors, c'est payant par contre. Regardez, on peut regarder tout de suite. Je repartage du coup. Hop. Donc là, c'est bon. Tac, Pocket Universe. L'assurance de Pocket Universe. Ouais, alors en fait, non. Voilà, c'est ça. Je ne me rappelais plus, mais comment fonctionne Pocket Universe quand vous allez. En fait, quand vous payez, si vous faites des transactions, il y a un pourcentage qui est minime qui paye l'assurance. Donc, vous voyez, là, moi, je suis couvert à 20 000 K. À 20 000, ouais, à 20 000 K. C'est-à-dire que si jamais, mais regardez comment ça fonctionne. Si eux me disent attention, alerte, etc. Il y a un truc qui va pas, et je le fais quand même, c'est mon problème. C'est moi qui ai forcé le truc. Donc, si je me fais scammer alors que Pocket Universe m'a prévenu, vous ne serez pas couvert par l'assurance. Par contre, si eux, ils n'ont pas prévenu et que je me fais avoir sur une transaction, qu'ils ont validé eux-mêmes, ils ont dit, OK, nous, on a validé la transaction, c'est OK, il n'y a pas d'alerte, c'est là-dessus que vous êtes couvert. Et alors attendez, comment je peux vous le montrer comme ça? Euh, je sais, je sais plus comment je peux vous le montrer comme ça, de cette façon-là, je crois pas. Non, 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 je ne vais pas pouvoir vous montrer ça comme ça. Point, machin. Je regarde. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il vous. Ouais, un système de points, il y en a qui disent qu'il y aura un truc, mais bon, je crois pas. Juste, je regarde. Tac, tac, tac. Non. Il y a pas le truc. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne au Pocket Universe. C'est qu'en fait, vous ne payez pas un truc en one shot. C'est que sur des transactions, mais c'est des frais qui sont vraiment minimes. Vous ne le sentez même pas. C'est pas ça qui fera la différence sur une transaction. Et ça fonctionne comme ça. Je continue. Hop. Salut Eno. Bonsoir Aline Merci pour toutes ces infos, surtout pour le choix wallet MetaMask Rabi pour des débutants comme moi. Cool. Ouais, je t'en prie. iPhone 3. On a plusieurs iPhones dans le live. Alim Ledger propose une sécurité en plus de la phrase Est-ce intéressant d'y souscrire? C'est moi, Alors, Alim. C'est ah, moi, salut Alim. Eric. Ah, ok. Alors,
Ouais, ça peut être intéressant si. Alors, ça a été contesté, mais tu as toujours des gens qui critiquent quelque chose qui arrive. Par contre, le système, c'est du multisig aussi. Mais sauf que c'est eux qui détiennent. En gros, pareil, ta seed phrase va être fragmentée en trois parties. Mhm. Et si jamais toi, tu perds une partie, tu auras toujours les deux autres pour la sauver, etc. Mais ça a été contesté par certains en disant, ben ouais, mais il y a des fuites, etc. Les gens, ils peuvent. C'est-à-dire que c'est eux qui détiennent ta clé. Donc, logiquement, techniquement, ils pourraient accéder à tes fonds. Je vois pas Ledger qui scamment eux-mêmes leurs clients. Je vois pas. Pour moi, Ledger, c'est une entreprise sérieuse. Après, tout est possible, j'en sais rien. C'est jamais. Il y a peut-être quelqu'un, on peut avoir un défaillant au sein de Ledger dans l'entreprise. Mais globalement, je pense que quand tu prends cette assurance-là de multisig chez Ledger, bah, forcément, tu as un système d'assurance. C'est-à-dire qu'ils vont couvrir. Si jamais il y a un problème, c'est eux qui sont responsables. D'accord. Ça, c'est à vérifier. Donc après. Les gens n'ont pas confiance en ça parce que c'est pas toi qui détiens les clés. Mais c'est le même Ok. principe que le multisig, en gros. C'est trois fragments dispersés, etc. Et l'un peut remplacer l'autre. Enfin, si t'en as deux qui ont un problème. En tout cas, si toi tu perds ta clé, eux pourront te donner l'accès à tes fonds. Mais D'accord. c'est contesté parce que tu possèdes pas toi-même ta clé privée. Donc, on souscrit pas forcément. Non, pas forcément. Je pense que D'accord. tu peux avec le temps. Après, sauf c'est la même chose que mettre son argent au coffre-fort ou mettre son or au coffre-fort. Mhm. Tu délègues une part de ta confiance. Enfin, tu délègues, tu vois, c'est tout simplement, quoi. Après, voilà, ça dépend de toi, comment toi tu vois les choses. Si toi, tu es à l'aise avec la DeFi, que tu es à l'aise avec tous les niveaux de sécurité, etc., pas forcément besoin. Si tu D'accord. n'es pas à l'aise et que tu as des gros montants, bah, c'est des solutions qui existent. Ledger le fait. D'accord. Voilà. Bon, voilà, il n'y a plus d'autres messages. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été cité au cas où? Pas forcément. Ou ça y est, j'ai fait le tour. Bon, super. Bah écoutez, c'est cool. Il est encore là, Mathieu? Ouais, il est là, mais peut-être pas dispo. Je refais un point, moi aussi. Je passe à autre chose. Côté analyse on-chain. Je repasse dessus, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, Mathieu m'a remis ça en tête. Enfin, moi, j'étais là-dessus, j'étais souvent là-dessus, mais c'est un moment que j'ai pas jeté un coup d'œil. C'est vrai que là, avec le marché qui est un peu stagnant, voire dormant, du coup, j'ai regardé et je vais vous dire ce que moi j'en pense. Et ça rejoint ce que Mathieu a dit, et grosso modo, c'est intéressant. Donc là, lui, il vous l'a posé sur. Là, c'est la supply breakdown, mais ça correspond un petit peu au MRVZ cross, entre guillemets. Bon, là, ça avait déjà été montré, hein, mais regardez, on a toujours ce. Bon, là, c'est les short-term holders, donc entre guillemets, les holders court terme. Et là, on a les long termes, donc les baleines, entre guillemets, les retail ou les crevettes, on va dire ça comme ça. On est loin, enfin, vous voyez, on n'a pas les grosses, il n'y a pas une grosse entrée. Alors, ils sont quand même arrivés, septembre 2024, on a vu quand même une arrivée significative, donc de septembre à maintenant, février 2025. Mais là, ça, si vous voulez, les échelles, ça sont un peu dures. Il faut les modifier, les échelles sur l'analyse on-chain. Parce que là, on a l'impression que c'est beaucoup, mais tout ça, ça représente septembre 2024 jusqu'à maintenant, février 2025. Et là, pareil. Donc, on voit quand même que depuis septembre 2024, où le Bitcoin a monté, a commencé à monter, on voit bien la correspondance, il monte. Entre guillemets, les baleines ont commencé à vendre et prennent des liquidités. Et là, on a eu les entrants. Ils sont arrivés. Mais en réalité, si on zoomerait ça, là, on verrait que cette petite pointe-là, ça baisse, entre guillemets. Donc, on n'a pas non plus une grosse chute et une grosse montée. On n'est pas sur une capitulation totale. Mais ça, c'est Bitcoin. C'est vraiment Bitcoin. Donc, ça, c'est pas significatif non plus des altcoins. Mais vous voyez, il y a ce petit truc-là parce que quand ça dégringole, entre guillemets, c'est quand les retails sortent. Et vous voyez, là, c'est après le bull run. Vous voyez bien, le top, c'est après le bull run 2021. Tous les retails sortent et elles réaccumulent comme d'habitude. Et ainsi de suite. Donc, ça se passe à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Là, on avait un début de. Maintenant, vous voyez cette petite pointe-là, là, regardez bien, février 2021 jusqu'à mai 2021. Donc c'est sur 4 mois. Et après, ça dégringole. Donc on pourrait se dire qu'une, vous voyez, une altcoin season, entre guillemets. J'exagère un petit peu, hein, mais vous voyez bien.
Ça dure pas longtemps. Donc là, on a eu un début, mais là, on l'a pas. Donc pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Ensuite, ce qu'on peut remarquer aussi, regardez bien, toutes ces ça, on l'avait déjà vu, hein, je vous l'avais déjà montré, mais c'est bien de refaire un point, et Mathieu vous en parle, je pense qu'il fera souvent des points là-dessus. 2017, 2021, là, 2024, quand Bitcoin a un top, les baleines sortent, classique. Quand Bitcoin baisse, les baleines rentrent, et ainsi de suite. On a toujours ce même phénomène. Et on a ces espèces de petites baguettes, là, etc. C'est de la prise de liquidité globalement. Et regardez ce qui s'est passé, c'est que en novembre, on a eu des pics en novembre, jusqu'en décembre, et après ça a diminué, et re derrière. Et quand on arrive sur ces zones-là, quand ça dépasse la zone rouge, on pense souvent à un top. On n'a pas dépassé la zone rouge. On n'a pas tapé en bottom. On ne l'a pas encore. Et pareil, c'est des échelles qui sont difficiles à visualiser. Ça fait tout petit sur un petit sur un graphique comme ça, c'est une petite pointe, mais cette pointe-là représente beaucoup de volume, beaucoup de. Le prix, ça fait beaucoup. Ça va des pointes, 61, 64, etc. Vous voyez, c'est assez long tout ça. Donc, c'est pas non plus significatif. Enfin, c'est pas parce que c'est une petite pointe qu'on voit ici que ça y est, tout de suite, ça dure. C'est pas beaucoup. Non, non. Vous voyez, là, ça a duré assez longtemps, etc. Là, ça a été un peu plus rapide. Par contre, là, on n'a pas dépassé la ligne rouge. Et à chaque fois, on a dépassé une rouge pour que derrière, il y ait une grosse prise de liquidité et que ce soit assez massif et que les walls, elles vendent complètement. Donc là, elles ont vendu, ça correspond à ce qu'on a vu juste avant, mais on n'a pas dépassé la ligne rouge. Et là, on est redescendu à ce niveau-là. Mais elles ont vendu, on a vu cette zone-là sur des tops de Bitcoin pour eux. Donc vous voyez bien, à partir de, si on avait à le faire, ouais, de 14 000, voire un peu moins, jusqu'à, je crois que ça fait 106, c'est monté à 106, etc. On le voit, voilà, 105, 106, jusqu'à 99 000, voire 100 000, un truc comme ça. Et après, elles ont arrêté. Il n'y a pas de pic. Donc, vous voyez, elles ne sont pas vendeuses aujourd'hui. C'est ce que Mathieu vous a dit la dernière fois, les baleines hold ou accumulent. Donc, il y a quand même un rapport. C'est ça que c'est intéressant. Là, pareil, le ratio Z-score, donc le MRV ratio Z-score, idem, on est assez loin d'un top. Vraiment. Vous voyez, ça se passe comme ça à ces niveaux-là. On a les pics de Bitcoin, etc. Et quand on dépasse la ligne rouge, c'est là où on atteint des tops. Et derrière, on chute. Et on l'a pas. On en est assez loin. C'est redevenu un niveau assez classique. Donc ça, c'est un truc que allez-y, allez-y, pratiquez ça parce que interpréter ça à votre. Enfin, tout le monde peut avoir sa propre lecture, malgré tout. Ça reste du on-chain, donc c'est pas nous qui décidons. Il y a juste à savoir l'interpréter. Mais vous devriez le pratiquer, j'espère que vous le faites, parce que c'est intéressant de voir les échelles de temps à chaque fois et comment ça se passe, combien de temps, pour anticiper peut-être une altcoin season et anticiper la fin d'un cycle. Ça peut être sympa pour ça. Euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais, le Enable Pricing Band, bah là c'est pareil. On voit bien les différences. Donc si on regarde le cycle 2, on voit les tops. On voit les tops, vous voyez bien, à chaque fois, on va frôler la ligne en pointillé. On la dépasse parfois un petit peu, etc. Et on voit bien les pics. La zone pointillée, c'est vraiment les tops de Bitcoin, les tops de marché. Après, ça chute, etc. Donc là, c'est cycle 1. Donc vous voyez, de 2013 à 2018. Ensuite, on a hop, cycle 3. C'est toujours la même façon de voir les choses et d'interpréter. Donc après, expliquer comment ça fonctionne, comment dire, de façon mathématique, etc., je ne pourrais pas vous le dire, c'est de la donnée, mais c'est une représentation qu'il faut essayer d'interpréter. Donc ouais, on a toujours cette ligne rouge ici, ce petit pic, c'est ce qui représente, c'est ce qui est là. Donc on voit bien les pricing bands. Et c'est intéressant parce que c'est toujours la même chose. On n'a pas autre, c'est pas différent. Il n'y a pas de pic, il n'y a pas de top et que ça reste dans la bande jaune, par exemple. Le top, c'est la zone pointillée. Ça représente, comment dire, vous voyez, on les a ici, hein, les données. Hop, cycle 4, on y est. On voit bien qu'en 2021, pareil, on vient toucher à deux reprises, trois reprises même, la zone rouge. Donc c'est les tops de Bitcoin. Et là, on en est quand même encore assez loin. Et ça, c'est évolutif, hein. C'est évolutif. On peut prendre des pics sur Bitcoin, mais ça ne va pas toucher parce que ça ne représente pas du tout la masse. Donc, bref, c'est assez intéressant à suivre. Je pense que ça, c'est des choses que vous devriez prendre en main. Là, les retail holders. Donc, le changement. Et pareil, bon, ça, après, c'est pareil, c'est un peu. On voit bien que c'est, comment dire, les nouvelles liquidités qui rentrent sur le marché, mais c'était le début. Donc, vous voyez, c'est le Bitcoin qui démarre, entre guillemets, au tout départ.
qui monte, qui monte, qui monte. Et oui, il y a les gens qui investissent. Mais au fur et à mesure, c'est dilué. Ça se dilue. Ça représente aussi la dilution. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ces pics-là. Vous voyez, on a les crevettes ici qu'on voit qui rentrent, ainsi de suite, les pics. Les crevettes, pardon, les crabes. Et pourquoi j'ai pas les. Ah oui, ils le mettent pas là. Ah si, les filles sont là. Les filles, c'est les pics jaunes. Donc, quoi, ça, c'est les baleines. Les pics qu'on voit ici, c'est les baleines quand le Bitcoin est bas, etc. Et par contre, là, le Bitcoin est haut. On a, tout le monde est sorti, entre guillemets, on a une baisse des entrées de liquidités. Et quand on voit la ligne bleue, c'est assez logique qu'on ait une espèce de sensation de baisse, mais ça, c'est simplement les nouvelles entrées. Et forcément, au fur et à mesure du temps, vu qu'il y a une certaine dilution, ça change quand même, c'est différent. Mais par contre, moi, je pense que c'est ces pics-là qu'il faut regarder, tous les pics avec les couleurs différentes. Et ça correspond quand même à chaque fois à des tops, etc. Donc c'est intéressant. Bon, après, je crois que j'ai plus grand-chose à rajouter. Bon, ça, les adresses actives sur Bitcoin. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que, regardez, pareil, c'est à chaque top, il y a un pic d'adresses actives. Donc, entre guillemets, ils rallument leur wallet et ils vendent. Donc, il y a des wallets endormis. Les gens ont stocké du Bitcoin il y a longtemps. Souvent, c'est entre guillemets les holders long terme. Quand on arrive sur des tops, on a un pic d'activité des adresses, on a un pic d'adresses actives et à chaque fois ça correspond à des tops. Et là, pareil, là on est loin, vous voyez bien, on est loin d'un top parce que finalement on n'a pas beaucoup d'adresses actives. C'est-à-dire que les bitcoins ne sont pas réellement vendus par les holders, hein. C'est pas par les exchanges, etc. Quoi d'autre? Capital rotation, net present changement. Ouais, c'est pareil, ça aussi c'est intéressant. Donc on voit que pareil, à chaque top, on a le Bitcoin. C'est par rapport à l'altcoin season, c'est intéressant ça aussi. Vous voyez bien la rotation sur Ethereum qui s'opère ici. Donc on attend que Ethereum atteigne des tops. Que Bitcoin atteigne des tops. Vous voyez bien que quand Bitcoin monte, Ethereum monte. Et ensuite, en altcoin season, Ethereum baisse et on a un pic sur Ethereum. Et sur le reste, donc les stablecoins, etc., parce qu'il y a une crise de liquidité, et ainsi de suite. Donc ça, c'est intéressant. Il faut apprendre à voir ces choses-là. Ça peut être pas mal. C'est vraiment pas mal. Regardez bien, la différence ici, on est très bas en stablecoin, très haut en Bitcoin. Ethereum qui suit, synonyme d'altcoin season. On a deux pics. Boum, une montée fulgurante sur Ethereum, donc synonyme d'altcoin season, entre guillemets, et Bitcoin qui baisse et les stablecoins qui montent. Bon, c'est intéressant à observer. Donc là, c'est pareil, on a un pic sur Bitcoin, Ethereum a suivi, entre guillemets, derrière, ça a chuté un peu, ça redescend, et regardez bien aussi ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'on a eu de la prise de profit au fur et à mesure, et là, c'est redescendu. Et là, Ethereum en dessous, on est passé de l'autre côté. Donc là, entre guillemets, on voit bien qu'il n'y a pas de signe d'Alcon Season actuellement, pour le moment. Parce qu'on voit bien que Ethereum n'est pas en train de suivre le Bitcoin. C'est intéressant. Quoi d'autre? Sell-side risk ratio. Alors ça, c'est les prises de profit non effectuées. Est-ce que je ne dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça, pardon. Pas pareil. Les prises de profit non faites, pardon, c'est les gains latents et non pris. Vous voyez, on a quand même des pics, etc. Ça, je dirais à la limite, c'est marrant à voir. C'est simplement qu'on voit que ce pic-là, par exemple, redescend. Là, c'est significatif de bear market, entre guillemets. Donc les gens, ils n'ont pas pris leur profit, ça dégringole et c'est terminé. Donc dès qu'on passe la ligne rouge, entre guillemets, ce pourcentage, cet indicateur-là, on est sur des tops de marché. Là, les gens sont censés prendre des profits, entre guillemets, bon, bah, tout le long d'une montée, bien évidemment, mais c'est cette zone-là qui est intéressante. Quand ça monte, on est sur des tops, et quand ça redescend, quand on dépasse la ligne rouge, on peut se dire on va pas tarder. Regardez bien, hein, on suit des baisses. On dépasse la ligne rouge, boum, ça baisse. On dépasse la ligne rouge, boum, ça baisse. On dépasse la ligne rouge, on va sur un pic derrière, ça baisse. Et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Regardez là, pareil, tac, 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 derrière, on a une baisse. Donc dès qu'on voit ça, c'est significatif de bear market. Mais on a des faux signaux, hein. Eh bien, une fois, deux fois, trois fois. Là, deux fois. Pour l'instant, on n'y est pas. Et là, on en est là. Donc, on est loin d'un bottom, d'un top, pardon, de Bitcoin. Et on est loin d'une altcoin season encore.
Il faut attendre que ça démarre. Mais attention, moi, quand je dis altcoin season, je ne parle pas du démarrage. Je ne parle pas du fait que le marché commence à être vert, que Bitcoin monte et que les altcoins suivent derrière. Donc, l'altcoin season, les gars, je vous dis, c'est très rapide, très puissant, assez violent et ça ne dure pas longtemps. Mais quand on aura l'altcoin season, c'est quand, comme je vous ai montré tout à l'heure, comment dire, hop, c'est la bascule. C'est à ce moment-là. C'est quand Bitcoin redescend, qu'on a un pic et ainsi de suite. Donc c'est ça l'inverse. C'est pas simplement que les altcoins montent, pardon. Quoi d'autre? Voilà, ça, c'est ce que Mathieu vous a montré la dernière fois. Intéressant. Pareil, il a raison. On est loin, la zone rouge, elle est là, c'est ça qui nous intéresse. On est loin d'un top, on est loin, encore une fois, on est loin d'un démarrage. Pour l'instant, le marché est assez en sommeil, donc il faut vraiment que ça monte. Mais c'est pas inquiétant, hein. C'est pas inquiétant. C'est simplement qu'on a encore le temps de bosser, Il faut se mettre en mode patience, ouais. Bon, le MRV zone, pareil. On voit bien à quel moment on a des tops, etc. Quand est-ce que ça monte, et là, on est loin. Je pense qu'on arrivera sur ces zones-là, etc. Faut voir. Donc, je ne sais pas si on répétera ça m'étonnerait, cette puissance-là, etc. Mais ça peut correspondre à des niveaux comme ça, etc. Bon, bref. Donc, tout ça, c'est intéressant. Donc, il faut pouvoir les suivre. Je pense que ça peut vachement vous aider à gérer votre cycle. Alors, non, c'est bon, j'ai fait le tour là-dessus. Pas longtemps, c'est-à-dire, Xavier. Pas longtemps par rapport à quoi? Parce que je lis pas en même temps, tu m'écris pas longtemps, c'est-à-dire, je suis pas connecté au chat pendant que je partage l'écran. Elle season, pas longtemps. Bah, je sais pas, si tu regardes historiquement, ça monte, ça monte, ça monte, ça dure 2 mois, 2 mois, 3 mois. En général, ça peut être très, 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 très rapide entre le départ où ça se déclenche vraiment. Historiquement, moi, je l'ai vu de loin une première fois. Il fallait que je comprenne. 30 secondes. Il fallait que je comprenne. Donc, je n'avais pas compris à ce moment-là. Mais historiquement, c'est ça en général. Ou on va dire, si je me fie à ce que j'ai lu et ce que je lis, et d'ailleurs l'analyse peut vous le montrer, ouais, c'est 3, 2 mois, ça peut durer un mois. Si ce cycle est différent, ça pourrait changer. Ça pourrait être vraiment différent. Après, on ne sait pas. Il y a une Et, cyclicité, il y a des choses qui se répètent quand même, mais on voit bien qu'on a des ce qu'on savait, ce qu'on se disait, ouais, il y a des choses qui changent, bah, ça change tout, en fait, peut-être, je sais pas. Donc là, on est en train de lire, ce qu'on est en train de voir, ça nous fait une lecture des choses. C'est à nous de comprendre et au fur et à mesure ce qui est en train de se passer. Vas-y, Mathieu. Alors, est-ce que. Ouais, Ouais, vas-y. c'est bon là. Ça va? C'est Ouais, cool, ça va. j'aime bien l'analyse on-chain, là. Ça me plaît bien ça. Moi, j'aime bien ces conneries. Ouais, moi aussi, j'adore. T'apprends pas mal de choses. Vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ouf le truc sur Ethereum quand même là. Bon, comme tu vois qu'il est passé sous la ligne Ah ouais, ouais. sur le on-chain, là. Tu C'est vois pour ça que je qu'il est, voulais qu'on en parle. C'était ça il est presque qui vraiment m'intéressait. pas bien, hein. Il est vraiment pas Non. bien. Bah, ce matin, j'ai fait une vidéo, enfin, après, je sais pas ceux qui l'ont vu, j'en sais rien, mais qui expliquait justement pourquoi la all season, enfin, d'après certains, comment dire, graphiques et tout, c'était pas pour aujourd'hui, quoi. C'était vraiment pas pour aujourd'hui, que tant que vous Ah n'aviez non, pas l'assouplissement quantitatif, que vous n'avez pas la baisse des taux, que vous n'avez pas tout ça, ça sert à rien. Mais ça ne veut pas dire, attendez par contre, hein, ça ne veut pas dire que Bitcoin ne va pas monter et que les altcoins derrière vont pas suivre. Mais comme il expliquait à Lim, ce ne sera pas une alt season. Une alt season, ça n'a rien à voir. C'est la dominance de Bitcoin qui se casse la figure. C'est exactement. Ouais. Ethereum qui passe en dominance beaucoup plus importante. Et là, du coup, c'est plus le même délire. Par contre, ça n'empêchera pas vos cryptos de monter. Mais le mec, la vidéo que j'ai vue, il expliquait que il fallait souffrir, mais vraiment qu'on allait avoir très mal avant d'avoir cette fameuse alt season. Et macroéconomiquement, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir qu'il n'y aura peut-être pas de baisse de taux au mois de mars, qu'il n'y aura pas de comment dire, l'inflation, c'est pas trop, c'est voilà. Il n'y a rien qui est bon en quelque sorte. Donc c'est vrai que c'est comment dire, c'est intéressant de voir que l'alt season va venir beaucoup plus tard. Et quand tout le monde vous dit oui, le cycle il est comme avant, bah, si vous analysez correctement les graphiques, si vous regardez correctement les choses, normalement, on n'est pas comme avant. Il y a des trucs qui sont pas du tout de la même façon. La Total Et- 3 n'a pas agi de la même façon, Others n'a pas réagi de la même façon. Bref, c'est une question de patience. Et ah, excuse-moi, Xav, j'ai pas vu ce que tu disais. Un inversement de courbe comme en ce moment, cela ne semble pas commun. Il y aurait-il un phénomène macroéconomique qui fait que...
Bah, je sais pas, mais en tout cas, on a bien vu qu'on n'allait sûrement pas avoir de baisse de taux au mois de mars. Et quand moi j'ai regardé aujourd'hui sur le CME, j'ai vu le CME et j'ai dit laisse tomber, c'est pas la peine. Le CME, c'est mort. Et regarde Ethereum, il est dans Ouais. une situation, elle est Mais pas en belle, fait, hein. bah ouais, parce que voilà, je reprends ce truc-là, c'est exactement ça, Mathieu. C'est que, et pour répondre en partie à Xavier, regarde bien quand tu as une inversion, entre guillemets, c'est en pire. C'est en pire que tu as ça. Tac, tac. Je vais pas vous faire peur. C'est rien, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas encore ce qu'il faut. Si vous voulez, on n'a pas le contrepoids. Il n'y a pas de truc qui peut nous dire qu'on est en pire, mais pour le moment, on n'a rien non plus qui nous dit qu'on a une constant genre demain. Donc ça peut changer du jour au lendemain. Vous avez vu les marchés, comment ils sont volatiles. Vous avez vu que en une semaine, tout peut changer et ça peut s'inverser. Mais regardez bien, ce genre de situation-là, c'est quand le marché, il est très baissier. Mais là, c'est assez exceptionnel. C'est là où j'arrive à rejoindre, moi, le truc, c'est pas comme avant. Effectivement, on n'a pas la même chose qu'avant. C'est là, on a un Bitcoin qui est haut, pas il est redescendu, etc. Pas de problème. Entre guillemets, ça c'est au niveau des volumes, etc. Enfin, sur cet indicateur, pardon. Et là, on a ça. Ça change beaucoup de choses. Et regardez bien quand est-ce qu'on les a eus, c'est dans un marché baissier. On n'avait pas eu avant. Voilà, Là, ça l'Ethereum, commence. franchement, il prend tarif. Ouais. Après, pour moi, c'est pas non plus, c'est pas un symbole parce que il aurait fallu qu'on ait des autres confirmations. Il aurait fallu qu'on ait un Bitcoin qui dégringole pour dire, ça y est, on est en bear market, c'est fini. Là, on n'a pas ça non plus. Le Bitcoin il est quand même assez stable, hein. Donc, Mais le beer, de toute façon, il est déclenché par autre chose que ça, quoi. oui, oui, exactement. On-chain, t'as rien qui te dit qu'on est en bear market on-chain. Et pour C'est moi, les ça. données on-chain, elles sont 100 fois plus valables Puissante. que un graphique, hein. Exactement. Exactement. Même C'est- si c'est c'est- des algorithmes, même si c'est des calculs, même si c'est des trucs divisés par, multipliés par, enfin bref, des trucs compliqués. Mais en attendant, c'est quand même de la donnée qui vient directement de la blockchain. Donc, Voilà. Voilà. je veux Non, mais dire, c'est ça. tu vois Ouais, je suis ça, c'est d'accord. clair que bon, bah, Ethereum, il prend tarif. Mais Ils ont c'est pas- décidé de le faire souffrir, je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, mais le fait aussi qu'on n'ait pas un pic de prise de profit sur Bitcoin, donc un pic de stablecoin, ça aussi c'est intéressant. Donc c'est pour ça que, voilà, comme il dit Mathieu, il n'y a rien qui nous montre. Ça, c'est arrivé, cette anomalie-là, elle arrive en bear market, enfin anomalie, elle est logique, pardon, en bear market, elle n'est pas logique en bull run. En même temps, il n'y a rien qui nous dit qu'on est en bear market. Il faudrait vraiment que, entre guillemets, juste sur cet indicateur-là, que le prix, regardez, à chaque fois, le prix baisse, oui, ok, tout se casse la gueule. On a un pic de Ethereum, et après, ça se casse la gueule. Là, on n'a pas ça non plus. Donc, c'est pas inquiétant. C'est pas inquiétant. Par contre, c'est la lecture qu'on en fait aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça inquiète des gens. Bon, mais mm, c'est pas inquiétant. Voilà, comme dit Mathieu, on n'a rien qui nous dit qu'on est en bière. On n'est pas en alt, c'est sûr, mais on n'est pas en bière non plus. on est loin. Alors, est judicieux de charger. Alors, est-ce que la puissance de Bitcoin Est-ce que la puissance de Bitcoin, sa montée dans le temps, n'amène pas les investisseurs à se détourner des altcoins? Ouais, c'est ce qui se dit en ce moment, mais je pense, enfin, ça c'était une question de sécurité. Les mecs, C'est ils ont les basculé. ETF. Ouais, c'est les ETF, et en plus, c'est une question de sécurité, et c'est une perte de confiance. Donc en fait, même les retail, les holders long terme sur Bitcoin, ils y sont, ils lâchent pas, ils n'ont jamais lâché l'affaire. Et ils vendent pas non plus. Ils accumulent. Par contre, les retail, je vais, comment dire, vulgariser le truc, les retail, les débutants, les gens qui rentrent sur le marché assez tard, ils basculent. Nous, on est formés, on tient un peu nos positions. Et ça, rappelez-vous, sans aucune prétention, c'est un truc que j'ai quand même dit, moi, et sans aucune prédiction. Simplement, stratégiquement, j'avais dit depuis septembre, novembre, ouais, je vous parlais de moi, ils disaient bien que j'allais basculer, je basculais tout au fur et à mesure. Il fallait arrêter d'investir sur les pépites, sur les petits trucs, etc., qu'il fallait vraiment conserver. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du pari. Il y a un moment donné, tu bascules, tu fais plus du pari sur de la low cap, etc. Tu sécurises un portefeuille. Tu prends toujours un pourcentage de prise de risque, mais bon, voilà, on l'a quand même dit il y a un moment, hein. Mais c'était pas de la prédiction, c'était juste stratégique sur une vision de bull run. Alors, attendez, les gars, vous allez prendre la parole, je finis juste les questions. Est judicieux de charger en ETH? Ben, c'est dur je peux pas te répondre à ça. Ça, c'est une conviction que tu dois avoir, Xav. Si ça te paraît intéressant de rentrer sur ETH à ce moment-là et que tu n'en as pas, bah pourquoi pas. Moi, je pense que ETH reprendra des belles couleurs sans problème. Il ira faire son top. Après le Bitcoin, c'est clair que dans les formations, j'aurais tout basculé. Sans la formation, j'aurais tout basculé sur BTC. Ouais, parce que nous, alors attention, ça. Je comprends ce que tu dis,
Mais ça aussi, c'est un truc. Nous, on a besoin, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que moi, je suis content quand même de vivre ce cycle-là. Aussi dur qu'il soit, mais c'est ma meilleure formation. C'est de faire ce que j'ai fait là, toutes les conneries que j'ai faites. Et c'est de les faire maintenant. Parce que j'ai pas envie de les répéter au prochain ou à l'avenir. Donc moi, je suis très content hein, d'avoir fait toutes ces conneries, d'apprendre sur 4 piges. Je suis vraiment content. Après, tout basculer en Bitcoin, ça dépend de ton capital. Si vous n'avez pas investi, si vous n'avez pas 500 000 $ ou 1 million de dollars, à bout d'un moment, en dessous ça devient très compliqué parce que nous, on a besoin, à un moment donné, d'aller chercher du multiple, de tenter d'avoir du multiple. Ça fonctionnera peut-être pas, hein, mais c'est une stratégie qui a fonctionné avant. Là, on est dans ce marché-là. Quand ça va péter, vous allez dire, ah bah non, finalement, tout va bien. Bon, je suis pareil, je suis pas devant. Moi, j'ai pas la boule pour dire que tout va bien se passer. Pour moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance. Je peux pas dire aux gens, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je peux pas dire ça. Moi, j'ai confiance en ce que je fais, mes investissements. Mais, je vais te répondre aussi, Seb. Mais, euh, comment dire, pardon, je me suis perdu parce que Seb m'a troublé avec sa question. Je réponds aussi, je continue de répondre. Ouais, basculer en BTC, ça sera ce que je ferai la prochaine fois, tout simplement parce que j'ai besoin d'aller faire du multiple, j'ai besoin d'avoir une somme qui soit conséquente. Sinon, par rapport à mon investissement de base, y a pas, je ne vais pas faire grand-chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je ne vais pas parler chiffres, mais si aujourd'hui j'avais mis tout en Bitcoin, ok, je serais safe dans mon esprit, mais sur mon portefeuille, ça ne va pas changer grand-chose. Après, si, il y aurait du profit, mais le multiple n'est pas conséquent par rapport à ce qui est possible de faire en crypto-monnaie. Après, Seb, pour te répondre, effectivement, Sacha, elle a balancé des pépites. Normal. Mais, vous nous les demandez, ces valeurs-là. Vous avez demandé de la pépite, les gars. Donc, c'est facile de dire, ouais, Sacha, Big Buddy, machin, s'il n'y avait pas. Eh, ça a été demandé, il a répondu à la demande, et après, tout le monde est venu lui tomber dessus. Et là, encore, quand Mathieu vous fait un speech sur une crypto-monnaie, il le fait tellement bien, que vous faites quoi derrière? De toute Vous façon, on allez est acheter. responsable, de toute façon, on est responsable de nos investissements. Et C'est nous bien qui les sûr, faisons. oui. C'est tout. Mais c'est même que, en fait, nous, on vous donne de la valeur. C'est-à-dire, Mathieu, il vous fait un live, il vous présente des projets. En réalité, c'est pas lui le vendeur. Bien Il sûr. clique pas sur le bouton. Simplement, il met tout en avant. Il vous explique tous les bons côtés. Parfois, quand c'est mauvais, il vous dit, ah, bah, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop ça. Il vous montre aussi ce qui va pas. Et derrière, qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter. Vous allez acheter du hockey, du Dovu, du truc, machin, hein. Donc, si ça marche pas, les gars, c'est aussi vous. Nous, on est là pour ça, pour vous donner du contenu, de la valeur. C'est tout ce qu'on fait. D'ailleurs, on ne fait pas de conseils, on ne dit pas achetez ce truc-là, c'est sûr que ça va péter. Bref, j'ai pas allé plus loin là-dessus. Mais ça, c'est un truc franchement, tu as le droit de le dire, Seb. Moi, ça me casse la tête d'entendre ça parce que ça a été demandé. Même si toi, tu n'étais pas encore là à ce moment-là, je ne sais pas. Peu importe. À l'époque, c'était demandé et on a répondu à une demande. Mais quand tu arrives et que tu connais pas, que tu fonces sur ce qu'on te dit, on suit aveuglement, après le cycle est fort différent. Je n'étais pas là. Ok, c'est normal. Mais c'est pareil pour tout le monde. Quand tu connais pas les mecs, quand tu connais pas la crypto, les gens, ils écoutent ce que les mecs ils disent sur YouTube. Vous voyez, c'est du même niveau. Bah, sauf que là, tu es dans une commu avec une formation. Bon, c'est peut-être pas parfait. Nous, on fait du mieux qu'on peut. On partage encore une fois de la valeur, du contenu. Parce que sinon, si vous voulez, les gars, on partage plus rien. On fait que de la radio libre, on partage plus comme ça, vous êtes sécure. On peut faire comme ça aussi. À un moment donné aussi, voilà. Mais t'inquiète, Seb, je comprends parfaitement ce que tu dis et je comprends le ressenti. Vas-y, Philippe, t'as levé la main en premier. Ouais, C'est tu bon, là, on m'entends? t'entend, ouais. Ouais, Oui, on bah, t'entend. j'ai perdu le fil. Ah oui, oui. Ouais, Ouais, désolé. je proposais une autre lecture de ton graphique, là. Enfin, une autre lecture. Ce qu'on peut voir apparaître, je ne sais pas si tu peux le remettre à l'écran. Celui avec Ouais, les... ouais, Alors, avec attends. les volumes BTC, ETH. Alors, tu veux que je te dise un truc, le pire, le truc là, c'est là aussi où moi, avec cela, hein. Ouais, À chaque fois, faut que parce que tu vois, ils te mettent capital flow net position change. Donc, c'est du capital net déposé. Bon, c'est pas vraiment ouais, les volumes, je me donc suis. pour moi, Dis-moi, ouais. c'est là où se situe c'est là où se situent les liquidités et ce qu'on peut voir et ce qui est assez unique, c'est que tout est dans le BTC. Oui, oui. En fait, tu le vois là. Et donc clairement, alors en effet, on peut se poser la question, comme DJ il disait, est-ce que ça va pas basculer sur Ça s'appelle XRP ou la dominance. TH? Mais à mon avis, TRH aura son mot à dire. Et donc, on a l'impression qu'il est en sprint, quoi, qu'il est en train de se tendre et que quand ça va basculer, ça va être d'autant plus puissant.
Parce que si Ben tu ouais, regardes justement précédemment, il n'y avait pas ça. c'est Et ça. là, le volume, il y est, mais il est complètement sur BTC, quoi. Donc c'est ça qui tronque en fait par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Moi, Ouais, je c'est suis la d'accord. vision que j'ai là. Ah, c'est intéressant. Ben ouais, mais t'as raison, parce que Ah, c'est t'as pas d'USDT, t'as pas de TH, c'est tout dans le non, regarde. Bitcoin. Ouais, exactement. En fait, voilà, c'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit même, j'ai souligné le fait du stablecoin, c'est que bah, il y a très peu. En fait, donc en fait, les gens, ils ont pas, c'est pas comme s'ils ont réaccumulé du stable pour pouvoir Mhm. racheter. C'est que, comme tu as dit, tout est sur BTC. C'est ce qu'on a vu, c'est que tout a basculé. Pourtant, le Bitcoin n'a pas non plus explosé à ce moment-là. Donc on reste sur des, tout, c'est là où on voit l'histoire des market makers. Je vais rassocier l'histoire des market makers, c'est qu'en fait, ils maintiennent un, t'as l'impression qu'ils c'est maintenu un prix, qu'à chaque fois, ça récupère, mais ça liquide, ça récupère, et ça liquide. Et ça, faudrait suivre, ce que Mathieu vous montre, euh, les, les, les liquidations, tout simplement les liquidations, enfin les longues, les shorts, suivre tout ça en parallèle de ça, parce que c'est intéressant de voir à quel moment c'est vendu, à quel moment c'est acheté, et voir le mouvement comment dire, merde, des trades, quoi, enfin des prises de position, soit en short ou en long. Bah, Et là, pour là, nous, sur Ethereum, là, c'est énorme. d'accord, Les d'accord, shorts, les shorts sur Ethereum, c'est le plus gros short de l'histoire qui est préparé sur Ethereum, là, actuellement. Ils ont ok. décidé, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont décidé de le démonter, littéralement. C'est un short énorme qui est prévu. Je suis allé voir les liquidités, je suis allé voir deux, trois articles. C'est un short de fou qu'ils ont mis en place. Donc, si le marché n'accepte pas ça, ça va être un short squeeze Ils vont se faire gigantesque. défoncer. Ils vont choper tous les mecs en short. Par contre, après, je J'ai ne sais pas comment ça va se passer. Mais le ah, mais short, là, il est énorme. j'ai Énorme. l'impression que c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que tu as l'impression que tout est maintenu. Enfin, après, ça, c'est une Et- interprétation personnelle, mais tout est maintenu à un niveau de prix. C'est ah qu'on ne bah, laisse pas monter, on ne laisse pas descendre Ethereum, non là, plus. c'est méchant. En tout cas, bien vu, Philippe. C'est une bonne lecture, je trouve. Fabrice, tu voulais parler aussi, je crois. Vas-y, prends le micro. Ouais, salut. Bah, écoute, c'était par rapport à toutes ces bonnes nouvelles quand même, tout ce qui est bullish par rapport à Trump, par rapport au sommet de Hondo, Wall Street 2.0. Il y a plein de trucs qui circulent qui sont quand même des très très bonnes nouvelles sur toutes les institutions qui adoptent la crypto-monnaie. Il y a des choses quand même qui sont jolies à voir, bon, même si le marché il est plat. Mais est-ce que les cycles, par rapport à tout ça, on rentre vraiment dans un nouvel ère, j'ai l'impression, dans la crypto-monnaie, est-ce que les cycles seront les mêmes après? Est-ce que vraiment le bear market sera pareil? Est-ce que, avec toutes les crypto-monnaies, on dit oui, il y a tant de crypto-monnaies sur le marché, nanana, nanana, il y en a plein qui serviront à rien, d'autres qui vont être délaissés, et il y en aura le top, je sais pas combien, 50 peut-être, qui sera utile vraiment dans l'écosystème crypto-monnaie. Moi, je pense ça, moi. Enfin, par rapport, alors, par rapport aux crypto-monnaies, et là, même quand on dit oui, 36 millions de crypto-monnaies, ben ouais, mais t'as plus de, je sais pas, moi, t'as 40%, t'as 70%, c'est que des shitcoins. Ouais, Donc, en ouais. fait, les gens, ils te disent, c'est dilué, ouais, c'est dilué, mais c'est dilué parce qu'en fait, Pas tant que ça, t'as des, hein. hein? Pas tant que ça, en fait, la Ouais, dilution. exactement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, la dilution, elle est pas autant que ça qu'on pense, qu'on le Elles dit. sont toujours dans Mais les vrais projets, quoi, de toute façon. bah ouais, parce que si tu regardes bien, les mecs, ils ont été chercher, ils ont été chercher de la prise de profit sur des dopes pas possibles. Je pense qu'il y en a plein, ils ont des liquidités bloquées, etc. Et qu'à un moment donné, forcément, ils basculent. Vous voyez, là, il y a pas de hype sur les mêmes coins. Tout le monde s'en tape des Non, mêmes c'est coins mort. maintenant. Ouais. Donc ça, je m'en doutais, je le savais. C'était certain que ça allait faire ça. C'est de la hype. Et en fait, les gens, c'est comme du casino, quoi. Tu vas, hop, il y a une nouvelle machine qui sort, tu as eu quatre gagnants. Et en fait, tout le monde y va. C'est comme le nouveau jeu de la Française des Jeux qui sort. Tu as eu une publicité, tu as eu quatre gagnants, bah, tout le monde y va. Et puis après, ça fait un pic et puis plus personne ne gagne et on sort complètement. Donc en fait, pour moi, forcément, de toute façon, chaque cycle, alors c'était moins évident avant, mais je pense que ça va être très violent. Ce beer-là peut être aussi très violent justement par rapport à ça. Mm, Tu vois? mm, mm. Parce que tu as une dilution, c'est une certaine dilution, mais pas si énorme comme dit Mathieu, ça je suis d'accord avec lui. Mais justement, tous ceux qui n'ont pas réussi à sortir sur des cryptos à un moment donné, qui serviront strictement à rien, et beaucoup, mais même des projets soi-disant prometteurs, hein, même Ouais, des ils vont trucs. perdre de l'argent. Ouais. Et Ouais. voilà, donc en fait, les gens ils vont rester bloqués, comme d'habitude, ils vont rester bloqués dans leur position, au lieu d'avoir tout basculé à un moment donné, à force cette espèce d'arbitrage ou de rééquilibrage, et de se dire, bon bah, ok, je tente ma chance, mais sur des trucs, si ça tombe pas.
toujours pareil, il faut savoir prendre les profits au bon moment. Bah, ça, c'est aussi un apprentissage ou une Sûr. psychologie à avoir. Mais ouais, moi, je pense clairement ça et ça fera un coup de balai. Très propre, nickel. Ça va remettre un coup Ouais, de c'est sûr. nettoyage dans un truc qui est hyper poussiéreux où tout le monde ne comprend plus rien parce que faut acheter ci, faut acheter ça. Les gens, ils suivent tout le monde. Donc voilà. Après l'histoire du beer, moi, oui, je pense que les cycles, chaque cycle la cyclicité, c'est une chose, mais chaque cycle est différent au final. Mm. Et je pense que, alors, La enfin, macroéconomie, c'est pas la même chaque cycle. ah, ouais, il y a La des bonnes politique, c'est pas choses, la même et tout ça. c'est ça. Et puis en fait, ça, Mathieu l'a dit dans ses vidéos, des fois, j'arrive pas à tout regarder parce que je perds le fil, ou parfois, celle de ce matin, j'ai commencé, oui, j'ai pas terminé, puis après, je perds le fil. Euh, je sais qu'il l'a dit plusieurs fois. On a quand même, là, on a besoin de stabilité macroéconomique. Les gens, ils ont besoin, on pensait qu'on l'aurait avec Trump qui arriverait Ouais, déjà dès janvier, février, etc. Enfin, là, on est mi-février, mais on pensait dès qu'il rentrerait, ça y est. Même moi, je pensais ça. Je me suis dit, bon, bah, super, il va amener les trucs, ça va poser tout le monde. Tout le monde va partir en c'était trop confiance sur le facile. marché. Ouais, finalement, on l'a pas tout de suite. Mm. Donc, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et je pense que plus tard, une fois que tu auras une réglementation bien stable, etc., sur la crypto-monnaie, il va y avoir un dessin de la crypto-monnaie, je pense que ça va changer. C'est-à-dire qu'en fait, même la spéculation sur Bitcoin, elle peut être différente. Tu vois, Mm. ça va disparaître, ce truc-là. Ça va être plus compliqué. Le beer Bitcoin, on l'aura, forcément. Peut-être moins violent que d'autres, mais sur les altcoins, je pense que ça va être catastrophique. Sur Bitcoin, peut-être moins. Ouais. Mais sur les À, altcoins, ça va être ultra violent. Je à pense part ça. ceux qui sont achetés par justement BlackRock, Trump, tout ça, on voit c'est toujours les mêmes, hein. Link, Eve, Ondo, Hbar, enfin, j'ai l'impression que tout tourne autour de ça. Bah, ça, c'est aussi ce que dit Mathieu. Et excuse-moi de te citer à chaque fois, mais parce que je suis raccord avec ce que tu dis, et il a raison. Et il vous le dit plus souvent que moi. Donc, je le cite. Bah ouais, les tokens utilitaires. Mais ouais, j'ai oublié XRP, pardon Mathieu. Non mais, en tout cas, tokens utiles. Les Yes. entreprises, les vraies entreprises qui fonctionnent dans le monde réel et qui ont un intérêt dans le monde réel. C'est Ça. celles-là qui vont être utilisées. Et là, il faut Oui, aller. bah, c'est là qu'il faut aller. Ouais, c'est clair. Parce qu'en réalité, je sais pas, moi, je vous dis, à un moment donné, tout le monde va s'en Avec la foutre. démocratisation. Comment? Surtout avec la démocratisation des altcoins. C'est-à-dire, en fait, plus il y a de gens qui vont rentrer, comme moi, par exemple, moi je suis nouveau. Je vais essayer de prendre quelque chose de stable. Je vais pas essayer de prendre quelque chose forcément qui va. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'as deux phénomènes là-dessus. Parce que toi, c'est peut-être parce que tu es entouré dans un groupe, dans une communauté, une formation, avec Ouais. des coachs qui te font comprendre certaines choses. Peut-être que ça fonctionne différemment. Enfin, peut-être que tu t'en sors mieux qu'un nouveau qui arrive tout seul sur le marché, qui va sur Binance ou qui utilise Revolut ou qui utilise, je sais plus quoi, la crypto machin. Bref, lui, il va cliquer, il va regarder le truc qui coûte pas cher. C'est un réflexe de débutant. Tu achètes ce qui est pas cher, tu as l'impression d'avoir beaucoup de tokens et que si ça pète, tu achètes, je sais pas moi, 1 million de d'eau bah, qui valent 0,00 avec 100 dollars. Tu penses que si tu avais 1 dollar, tu vas être millionnaire. Mais ça va jamais 1 dollar. Ça n'ira pas 1 dollar et ça marchera pas. Ça, c'était au début de Doge, les mecs, et encore. Bref. Mais il y a deux phénomènes là-dessus. Il y a ce que tu dis et il y a le phénomène débutant, croyant, qui connaît pas et qui sait pas. Il sait pas encore. En tout cas, Fabrice, ouais, voilà, token utilitaire, les entreprises réelles, les choses qui fonctionnent, des vraies entreprises, quoi. Et après, moi, je vois pas de. Après, voilà, correction, pas de problème, mais enfin, bear market, c'est certain, c'est pour ça qu'il faut savoir vendre. Ça reste mon discours. Encore une fois, ça peut être différent, mais, mais pour moi, tout le reste, c'est. Enfin, il y a beaucoup de crypto-monnaies quand même, hein. C'est pour ça que encore une fois, sans prétention, c'est ce que c'était mon plan. J'ai pas réussi à le faire aussi bien que j'aurais voulu, mais j'ai quand même bien réduit, j'ai quand même bien basculé sur tout mon wallet. J'ai enlevé beaucoup de daubes, enfin des low cap, c'est pas forcément des daubes. Elles vont peut-être péter, elles auront peut-être leur heure de gloire, mais derrière ça chutera et prends pas de pari là-dessus. Je préfère pas prendre un pari là sur ces trucs-là. Par contre, il y en a quelques-unes que je tente, donc j'ai réduit mon pourcentage de prise de risque avec ces low cap. Et ça, j'aurais voulu mieux le faire, avec plus de profit ou plus de break-even, entre guillemets, beaucoup plus. Mais ça va, je me suis pas trop mal sorti, je suis plutôt content. Parce qu'entre guillemets, mon niveau de portefeuille aujourd'hui, enfin la valeur de mon portefeuille, que je la mette
que je la mette en, je sais pas moi, en DEAI ou en, je sais pas quoi, bon, bref, en low cap ou je la bascule sur XRP, c'est la même valeur. Si je bascule 1000 $ de booze en projet safe, ça reste la même valeur. Donc, j'ai rien perdu. La seule différence, c'est que sur celui-là, tu vas peut-être réussir à faire un x5 et peut-être que tu aurais pu risquer un x20 ou un x30 sur l'autre. Mais peut-être que tu n'aurais pas réussi à le faire. Et moi, c'est juste ça que j'ai diminué. C'est juste cette espèce de prise de risque où j'ai dit, vas-y, maintenant, j'ai plus le temps. L'année est passée. Avant, je pouvais être dans le gaming, enfin jouer et être gambler. Ça y est, on a changé d'époque. On va rentrer, on est censé rentrer sur un bull run. Eh ben, je limite mon pourcentage de prise de risque. Ouais, mais tout le monde est sur ses gardes, j'ai l'impression, tel que comme tu le dis, quoi. Tout le monde bascule sur des projets plus concrets, quoi. Bah, j'espère. Mm. J'espère. Après, un pourcentage, pas de problème, mais j'espère. J'espère que les gens je sais qu'il y a eu, il y a eu une tendance, mais j'espère que ça s'est résorbé. Bon, je fais un petit tour sur le chat. Yes, merci. Je t'en prie, Fabrice. Après, ça n'est que ma vision. Chacun fait un peu comme il a envie. Seb, il nous dit, j'essaie de réallouer mon wallet comme je peux. Bah ouais, je sais que c'est pas évident, Seb. Après, Xav, il nous dit, après tous les projets morts qui restent sur la blockchain, après ils ont un cycle de folie avec l'arrivée de Trump. Ouais, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Moi, c'est simplement comme j'ai dit, on attendait. Je réponds à Xavier, enfin, je rebondis sur ce que Xavier a dit. Euh, alors, on a deux Xavier, on a Xavier, on a Xav, donc Xav, pardon. Euh, c'est simplement, même moi, comme dit Mathieu, encore une fois, voilà, on a besoin de stabilité dans le réel pour que ça se passe bien, nous, sur un marché à risque. Maintenant, voilà, je l'attendais plus tôt, ce truc-là. Donc là, je pense qu'il faut encore patienter. Donc je pensais moi aussi patienter moins longtemps et de voir qu'il y ait des signes beaucoup plus, des signaux beaucoup plus verts. Bon, on les a pas encore. Bon, voilà, je fais le tour. Bon, ok, les gars. Il y a d'autres questions par rapport à ça. Après, je coupe. Après, je reste un peu avec vous. Non, c'est bon. Je coupe le truc. Puis après, on discute. Après, on peut dire les gros mots. Bon, super. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi le live et d'avoir été présent. Je vous dis à la prochaine. Et hop.